Sitting Bull ou la fin d'un univers. Lorsque dans les années 1860, Sitting Bull fut élu chef dans la tribu des Sioux, il composa un chant pour la circonstance. Les chefs du temps passé ne sont plus, chanta-t-il, pensant à lui-même et à la charge dont il héritait. Et moi-même, je fais appel à mon courage. Guerrier hors de pair, chef spirituel révéré, politicien habile, Sitting Bull s'efforça le plus longtemps possible de faire échec à toutes les tentatives qui visaient à réduire les territoires des Sioux. Le jour où un émissaire blanc lui conseilla de s'installer dans une réserve et d'accepter les rations qu'octroyait le gouvernement, il répondit d'un ton tranchant. Nous sommes capables de nous nourrir par nous-mêmes. En tant que chef de tribu, Sitting Bull devait en grande partie son prestige à son éloquence toute simple et quasi poétique. De fait, ses paroles reflétaient souvent l'inspiration qu'il puisait dans le monde ancestral des Sioux, qu'il aimait avec passion. Un jour, d'ailleurs, il alla jusqu'à affirmer que le matin, lorsqu'il marchait pieds nus sur le sol, il pouvait entendre battre le cœur même de la terre sacrée. Au début du mois de juin 1876, le Sioux Sitting Bull s'apprêtait à implorer le dieu Wakantanka, le grand mystérieux. Il ôta la peinture qui couvrait son visage, attacha au tuyau de sa pipe de cérémonie quelques brindilles de sauge fraîchement coupées, puis, emmenant 3 témoins avec lui, monta sur une butte, isolée, et se mit à prier face au soleil. Wakantanka, sauve-moi et donne-moi toutes les bêtes sauvages qui sont miennes. Fais-les venir près de moi pour que mon peuple puisse manger à sa faim. Ce n'était pas la première fois que Sitting Bull faisait une telle prière, mais aujourd'hui, il sollicitait une faveur plus immédiate. Les Sioux allaient régler leurs comptes avec l'armée des États-Unis et Sitting Bull appelait sur lui la protection divine dans la bataille. Peut-être espérait-il aussi un présage l'informant sur le déroulement du combat. Dans l'espoir de s'attirer la bénédiction du Dieu, il fit le vœu d'organiser une danse du soleil, la plus solennelle de toutes les cérémonies religieuses. Il promit en outre d'offrir au cours du rite une couverture écarlate, c'est-à-dire un flot abondant de son propre sang. Tout avait déjà été mis en œuvre pour assurer la victoire. Installé sur une falaise qui dominait le Rosebud Creek, à une centaine de kilomètres au sud de son confluent avec la Yellowstone River, Sitting Bull contemplait un extraordinaire rassemblement de Sioux. Il y avait là peut-être 15 000 individus, dont environ 4 000 guerriers. La plupart des clans ici réunis appartenaient à la tribu des Teutons, une des subdivisions de la grande famille des Sioux qui depuis près d'un siècle régnait sur un territoire allant de l'ouest des États actuels du Dakota du Nord et du Dakota du Sud et du Nebraska. Ce vaste camp ne se reconnaissait pas de chef suprême, mais il se trouvait là un homme que chaque guerrier traitait avec respect. C'était Sitting Bull, le chef du clan Hunkpapa, qui avait à son actif plus de 60 faits d'armes. Certes, il existait des chefs dont la réputation de guerrier était aussi grande, sinon plus. Crazy Horse, par exemple, le chef du clan Oglala, passait aux yeux de tous pour un combattant sans rival. Cependant, Sitting Bull avait quelque chose de plus, quelque chose d'extraordinaire. On assurait en effet qu'il communiquait avec le monde des esprits, lesquels lui parlaient dans ses rêves ou par le truchement des animaux. Un membre de son clan affirmait d'ailleurs avec candeur que Sitting Bull était une grande médecine. Désormais, il avait besoin de tous ses dons, de toute l'inspiration que pouvait lui valoir l'offrande de son sang, car les Blancs étaient décidés à écraser les Sioux une fois pour toutes. Contemplant les tipis qui s'étalaient devant lui sur 5 kilomètres, Sitting Bull prononça cette prière. « Fais que les hommes bons qui vivent sur la terre soient forts. Fais qu'ils aient du courage afin que le peuple des Sioux puisse vivre heureux. » Sitting Bull naquit en 1831 à Grand River sur le territoire actuel du Dakota du Sud. Fils unique d'un guerrier Hunkpapa répondant au nom de Returns Again, il fut d'abord baptisé par son père Slow, car dans sa petite enfance, il mettait du temps à se décider, prenant la nourriture et les objets sans hâte aucune. Puis, dès les premières années de son adolescence, on cessa de lui donner ce nom. Returns Again était un mystique et son fils en serait un aussi. Il lui arrivait en effet de communiquer avec les animaux et ce don prenait une importance toute particulière lorsqu'il s'agissait du bison, animal révéré par les Sioux, qui voyait en lui un être spirituel en même temps que le principal dispensateur de nourriture, de peau pour se vêtir et d'autres biens tout aussi vitaux. Une nuit,
Au cours d'une chasse, Returns Again et 3 autres guerriers étaient assis autour du feu de camp lorsqu'ils entendirent des sons étranges. On eût dit un discours prononcé à voix basse. Comme le bruit s'amplifiait, ils se rendirent compte qu'il provenait d'un bison qui s'était approché de leur feu. Remis de sa stupeur, Returns Again constata que le bison répétait inlassablement 4 noms: Sitting Bull, Jumping Bull, Bull Standing with Co et Lone Bull. Étant le seul à comprendre le message du dieu animal, il conclut qu'on lui proposait là un choix de noms pour lui-même et pour d'autres. Il s'attribua tout de suite le premier, Sitting Bull. Avec les années, son fils grandit dans la tradition guerrière des Sioux, nourri des récits que lui faisaient les anciens. Lorsque Slow eut 14 ans, son père lui offrit un bâton à coups, frêle baguette qui lui permettrait d'acquérir du prestige en touchant ou en frappant un ennemi. Il eut d'ailleurs bientôt l'occasion de s'en servir. Le jour où un groupe de 20 guerriers partit en expédition pour voler des chevaux à leurs ennemis traditionnels, les Crows. Le jeune garçon peignit son corps en jaune, son cheval gris en rouge, et suivit furtivement la troupe. Lorsque l'ennemi fut en vue, Slow lança sa monture au galop et vint se placer en tête des guerriers. Un Crow mit pied à terre pour tirer une flèche sur le jeune cavalier, mais Slow parvint à le frapper de son bâton à coups, puis se sauva. Il avait eu ce qu'il cherchait, son premier contact physique avec l'ennemi. Il laissa cependant à ses aînés le soin de tuer le Crow. Lorsque Slow revint au camp, son père, au comble de la fierté, abandonna son propre nom pour le donner à son fils. « Mon fils a frappé l'ennemi », s'écria-t-il. « C'est un brave. À partir d'aujourd'hui, ton nom sera Tatanka Lyotake, c'est-à-dire Sitting Bull. » Même si le jeune Sitting Bull n'était pas très beau, les femmes l'aimaient pour sa douceur et sa courtoisie. Il allait d'ailleurs se marier 9 fois. Or, paradoxalement, le premier être qu'il tua fut une femme. Il est vrai qu'il ne lui ôta la vie que par pitié. Il s'agissait d'une Crow capturée au cours d'une razzia et qui, normalement, aurait dû être intégrée au clan si les femmes du camp ne l'avaient pas soupçonnée d'être une prostituée. Puritaine quant aux choses du sexe, elles l'attachèrent à un pin, entassèrent des broussailles autour d'elle et y mirent le feu. Toutefois, avant même que les flammes ne l'eussent atteinte, Sitting Bull, qui n'avait que 17 ans, arma son arc d'une flèche et la tua net. Ce fut pendant son adolescence qu'il prit conscience des liens particuliers qui l'unissaient au monde spirituel. Alors qu'il se reposait lors d'une partie de chasse dans la vallée de la Grand River, il rêva qu'un grizzly se dressait au-dessus de lui et que, tout près, un oiseau le pressait de faire le mort. Ouvrant les yeux, il constata que l'ours et l'oiseau étaient bien réels. Il suivit alors le conseil reçu en songe et resta immobile. Le grizzly le flaira, puis s'éloigna. Une autre fois, près d'un lac des Black Hills, il entendit un appel qui provenait d'un sommet d'un rocher escarpé. Il l'escalada et y découvrit un aigle. Il vit dans cette aventure le signe qu'un jour il s'élèverait et prendrait la tête de son peuple. Il reçut sa première blessure sérieuse dans un combat singulier avec un Crow à l'occasion d'un rap de chevaux. 6 guerriers Sioux et lui-même avaient réussi à la faveur de la nuit à faire sortir un grand nombre de chevaux du camp ennemi. Mais les Crows, furieux, parvinrent à les rattraper le lendemain matin. Le combat engagé, Sitting Bull s'en prit à un Crow qui portait une chemise rouge ornée d'hermine. C'était le costume d'un chef. Les 2 hommes mirent pied à terre, tenant à la main leurs armes et leurs boucliers en peau de bison. Le Crow tira le premier. Dévié par le bouclier, la balle vint se loger dans le pied gauche du Sioux qui en garda toute sa vie une certaine claudication. Sitting Bull fit alors feu sur le Crow qui s'affaissa, et le jeune guerrier acheva l'ennemi au couteau. Vivant au milieu d'un peuple pour qui la guerre était l'activité essentielle, Sitting Bull fit son chemin dans l'élite combattante. À 25 ans, il devint chef des cœurs courageux, phalange composée des meilleurs guerriers. Cette dignité lui permettait de porter une longue écharpe rouge enroulée autour de ses épaules. Pendant le combat, il devait choisir un point au cœur de la mêlée, s'immobiliser là en fichant en terre l'extrémité de l'écharpe et en se maintenant dans cette position jusqu'à ce qu'un autre compagnon des cœurs courageux l'eût délivré. Ce rôle était tout à fait digne d'un homme du tempérament de Sitting Bull. Ses pairs trouvaient qu'il ressemblait au bison. Il était obstiné, intrépide, opiniâtre, incapable de capituler. C'était en un mot
une vraie tête de taureau. Dans une tempête de neige, en effet, les bisons ne présentent jamais la croupe aux rafales, comme le font les animaux domestiques. Au contraire, ils affrontent la tourmente et luttent contre elle obstinément. Sitting Bull fut élu chef des Hunkpapa dans les années 1860, au moment où le problème capital de l'histoire des Sioux, la mainmise des Blancs sur leur terre, allait entrer dans sa phase la plus critique. Aux alentours de 1865, quelques-uns de leurs meilleurs terrains de chasse aux bisons furent dévastés par le flot considérable des mineurs qui suivaient la nouvelle piste de Bozeman. Celle-ci partait de Fort Laramie, sur la piste de l'Oregon, en suivant du nord-ouest vers Virginia City et autres campements de chercheurs d'or dans le territoire du Montana. Le chef des Oglala, Red Cloud, dont le peuple résidait sur le trajet des intrus, attaquait les convois avec une telle sauvagerie et une telle régularité que, dès 1868, le gouvernement des États-Unis se montra prêt à faire la paix à n'importe quel prix. Washington offrit aussi, ou en même temps qu'aux Arapaos et aux Cheyennes du Nord, une réserve spacieuse qui couvrait toute la partie occidentale de l'actuel Dakota du Sud. De plus, cette proposition, connue sous le nom de traité de Laramie, stipulait que la région de Powder River, située immédiatement à l'ouest de la réserve et s'étendant jusqu'aux Bighorn Mountains, serait considérée comme territoire indien non cédé et qu'aucune personne de race blanche n'aurait l'autorisation de s'y installer ou d'en occuper une partie. En d'autres termes, cette région était réservée à l'usage exclusif des Indiens, à qui l'on garantissait expressément qu'elle constituerait un sanctuaire où ils pourraient chasser le bison aussi longtemps que cet animal fréquenterait les lieux. En mai 1868, un missionnaire jésuite, le père Pierre-Jean de Smet, qui œuvrait depuis des dizaines d'années parmi les Indiens de l'Ouest, se rendit au camp de Sitting Bull près de l'embouchure de la Powder River et tenta de le convaincre d'accepter le traité. Mais Sitting Bull fut insensible à ses arguments, mettant l'accent sur le fait que le traité, apparemment avantageux, diminuerait considérablement le territoire ancestral des Sioux. Sans la moindre passion, il expliqua au prêtre « Je veux que tout le monde sache que je n'envisage pas de vendre une partie quelconque de mon pays, que je ne veux pas non plus que les Blancs coupent nos arbres le long des fleuves, surtout les chênes. J'aime tout particulièrement les petits bouquets de chênes. J'aime à les regarder et j'éprouve du respect pour eux parce qu'ils résistent aux tourmentes de l'hiver et à la chaleur de l'été et que, comme nous les êtres humains, ils ne paraissent que mieux s'emporter. » Il refusa de signer alors que la plupart des chefs Sioux, y compris Red Cloud, acceptèrent les conditions du traité et se retirèrent dans la réserve. Celle-ci était si vaste que 5 agences différentes l'administraient. Au cours des années qui suivirent, les Sioux de la réserve et ceux qui, comme Sitting Bull, avaient choisi de demeurer sur le territoire non cédé, s'aperçurent que le traité de Laramie ne garantissait aucunement l'inviolabilité de leur domaine traditionnel. La première incursion, il fallait s'y attendre, eut lieu en 1872. Des ingénieurs de la Northern Pacific Railroad, qui étudiaient le trajet le plus économique pour relier Duluth dans le Minnesota à l'océan Pacifique, décidèrent que la voie longerait la rive sud de la Yellowstone River. Elle traverserait donc les terres non cédées. Les autorités de Washington ne firent aucune objection. Au contraire, l'armée envoya des troupes pour protéger les ingénieurs tandis qu'ils établissaient le tracé de la future ligne de chemin de fer. L'été de la même année, les Sioux lancèrent plusieurs attaques éclairs contre les équipes de techniciens et de soldats qui les gardaient. À l'occasion de l'un de ces engagements, Sitting Bull eut un geste superbement courageux et méprisant à la fois, qui ne tarda pas à devenir légendaire dans toutes les tribus Sioux. Alors que la fusillade faisait rage, il marcha à grands pas à découvert entre les deux parties, s'assit sur le sol, bourra sa pipe, battit le briquet pour l'allumer et se mit tranquillement à fumer tandis que les balles sifflaient autour de lui. Il ne bougea que lorsqu'il eut fini sa pipe et nettoyé le fourneau. Ces combats sporadiques auraient naturellement dégénéré en une véritable guerre si, une fois les plans de la ligne établis, on en avait commencé la construction. Mais la catastrophe fut temporairement écartée par la suite de la crise économique que les États-Unis traversèrent en 1873. La Northern Pacific se trouva financièrement hors d'état d'entreprendre les travaux. L'année suivante, ce fut le gouvernement fédéral lui-même qui jeta son dévolu sur une partie précieuse de la réserve Sioux. L'armée décida en effet d'édifier un nouveau fort dans les Black Hills afin d'assurer la protection du personnel de la Northern Pacific lorsque le projet serait mis en chantier.
Située à l'ouest de la réserve, les Black Hills étaient une région d'escarbement granitique bien arrosée, particulièrement riche en forêt. Une équipe de reconnaissance placée sous les ordres du lieutenant-colonel George Armstrong Custer fut chargée d'aller repérer un site favorable. Aventurier avide de gloire, Custer trouva le moyen, au cours de sa mission, de faire la une des grands journaux américains. Lorsque les géologues qui étaient membres de l'équipe des techniciens découvrirent des traces d'or dans les collines, Custer adressa à l'est du pays des comptes rendus si enthousiastes que la presse salua sa découverte comme s'il s'agissait d'un nouvel Eldorado. Vers le milieu de l'année 1875, près d'1 millier de prospecteurs campaient illégalement dans les Black Hills, que les Sioux considéraient comme la demeure sacrée des esprits. Loin de vouloir en expulser les chercheurs d'or, le gouvernement envoya des émissaires dans la réserve pour débattre un prix avec les Indiens. Red Cloud, qui avait déjà été critiqué par son peuple pour s'être incliné devant les Blancs, dit que la somme de 600 millions de dollars lui paraissait équitable. Ce chiffre renversant, lancé à tout hasard, représentait plus du double du budget fédéral annuel. Les envoyés du gouvernement eurent du mal à avaler leur salive et proposèrent à leur tour 6 millions de dollars. Il n'y eut pas de compromis possible. Le gouvernement décida d'imposer promptement sa volonté aux Sioux. S'il ne pouvait acheter les Black Hills pour l'instant, du moins pouvait-il s'emparer sans grande formalité des terres non cédées. En novembre 1875, conformément aux instructions du président Grant, surnommé le Père vénérable par les Indiens, le commissaire aux affaires indiennes ordonna à tous les Sioux de se rassembler dans la réserve. Le commissaire ajouta que ceux qui désobéiraient seraient considérés comme rebelles et traités comme tels par la force armée. Sitting Bull et avec lui la plupart des chefs qui vivaient hors de la réserve ignorèrent l'ultimatum. En mars 1876, le général Crook entra en campagne avec 10 escadrons de cavalerie et 2 compagnies d'infanterie pour donner effet à la menace du commissaire. Ses forces attaquèrent un camp indien d'une centaine de tipis installé au pied d'une falaise qui dominait la Tongue River. Les soldats mirent le feu aux tentes, mais, gênés par une tempête de neige, ils ne parvinrent pas à remporter la victoire. L'ironie du sort voulut que leurs victimes fussent des Cheyennes, qui, ayant eu vent de la venue des soldats, avaient traversé en toute hâte le territoire des Sioux pour aller se réfugier dans la réserve. Jusqu'alors, ces Cheyennes avaient entretenu des relations amicales avec les Blancs, mais après cette attaque entièrement gratuite, ils devinrent leur farouche ennemi. Sitting Bull accueillit quelques réfugiés Cheyennes. Il les réunit et leur dit « Nous devons rester groupés, sinon ils nous tueront séparément. Ces soldats sont venus pour tuer. Ils veulent la guerre. Eh bien, ils l'auront. » Il dépêcha des messagers dans tous les camps Sioux, Cheyennes et Arapaos, installés ou non dans la réserve, leur donnant rendez-vous sur le Rosebud Creek. Las de vivre ainsi parqués et conscients que les Black Hills seraient perdus à leur tour s'ils n'agissaient pas, des centaines d'hommes répondirent à l'appel. En juin, ils formaient une seule grande armée indienne quand les soldats vinrent à leur rencontre. 3 détachements de tuniques bleues se dirigeaient vers le camp indien. Non loin d'eux, le général George Crook, connu sous le nom de 3 étoiles, avançait depuis Fort Fetterman dans le sud avec 1047 soldats et 262 éclaireurs Crow et Shoshone recrutés en cours de route. De l'ouest, longeant la Yellowstone River, le colonel John Gibbon progressait avec 450 hommes. De Fort Ellis, dans le territoire du Montana. De l'est, enfin, 925 hommes conduits par le général Alfred Terry arrivaient de Fort Abraham Lincoln sur le Missouri, dans le territoire du Dakota. L'armée de Terry comprenait le 7e de cavalerie commandé par l'impétueux lieutenant-colonel Custer, qui était largement responsable de cet état de choses depuis qu'il avait fait tout un tapage publicitaire à propos de l'or que les géologues avaient découvert dans les Black Hills. L'heure avait donc sonné pour Sitting Bull d'offrir le sacrifice de la couverture écarlate en faveur de son peuple et d'organiser la danse du soleil. Tout d'abord, des hommes renommés pour leur courage partirent à la recherche d'un ennemi symbolique. Ce fut un peuplier présentant une fourche de forme appropriée. Ils le frappèrent rituellement de leurs bâtons à coups. Puis, un groupe de jeunes filles vierges se joignit à eux et les aida à battre l'arbre. Celui-ci fut élagué jusqu'à la hauteur de la fourche. Enfin, les hommes rapportèrent l'ennemi au camp. Il leur fallait poser leur fardeau sur des perches, car nul ne devait avoir de contact avec le symbole, sauf les prêtres qui présidaient la cérémonie rituelle et ceux qui avaient exécuté la danse du soleil. La préparation de l'ennemi consistait à peindre le tronc en rouge du côté ouest, en bleu au nord, en vert à l'est et en jaune au sud, puis à le dresser en le plantant dans un trou. Au sommet,
On attachait une couverture rouge, des offrandes composées de tabac et de bâtons en bois de cerisier, ainsi que 2 fragments de peau de bison, l'un découpé en forme de bison, l'autre en forme d'homme. À l'aube du jour du sacrifice de Sitting Bull, les prêtres qui dirigeaient la cérémonie se rendirent au sommet d'une colline voisine et prièrent pour que le ciel restât bleu pendant toute la journée. Sitting Bull allait devoir contempler fixement le soleil. Il baisserait périodiquement son regard vers le bord inférieur de l'astre pour ne pas devenir aveugle. Sitting Bull ne pouvait sous-estimer l'épreuve qui l'attendait. En cet été de 1876, il allait avoir 45 ans et les cicatrices dans son dos et sa poitrine étaient couturées montraient qu'il avait déjà pris part à cette cérémonie sanglante. Néanmoins, la notion de sacrifice était pour un Sioux fervent chargé d'une signification intense et très personnelle. Il devait éprouver une sensation voisine de l'extase, une sinistre extase. Par ailleurs, il y avait pour lui une nécessité très concrète et très humaine à accomplir ce rite, celle de conserver le respect et le prestige qu'il avait acquis. Et ce n'était que par la constante démonstration d'un courage sans faille qu'un chef pouvait véritablement prétendre à la grandeur. Les prêtres avaient peint ses mains et ses pieds en rouge, puis tracé des bandes bleues sur ses épaules pour symboliser le ciel. Il s'agissait à présent d'offrir un hommage à Wakantanka, la couverture écarlate qu'il lui avait promise. Sitting Bull se dirigea vers l'arbre sacré, s'assit sur le sol les jambes allongées et le dos appuyé au tronc, puis commença sa prière, une mélopée plaintive. Il avait choisi pour assistant son frère adoptif, Jumping Bull, des années auparavant lors de l'attaque d'un camp ennemi. Des Sioux avaient massacré tous les membres d'une famille à l'exception de Jumping Bull, alors âgé de 11 ans. Sitting Bull avait été saisi d'admiration devant l'héroïque résistance du jeune garçon face à la mort. Il épargna l'enfant et l'éleva comme un véritable guerrier Hunkpapa. Il lui donna l'un des noms que son père avait entendus lors de sa vision. Aujourd'hui, c'était à Jumping Bull qu'il avait fait appel pour l'assister dans son sacrifice. Une haleine très pointue dans une main et un couteau affilé dans l'autre. Jumping Bull s'agenouilla près de son frère. Faisant d'abord couler le sang du poignet droit de Sitting Bull, il perça la peau avec la laine, puis souleva une infime partie de chair qu'il coupa avec le couteau. Le sang jaillit aussitôt. Jumping Bull remonta le long du bras avec une extraordinaire précision. Percé, soulevé, coupé. Il répéta l'opération 50 fois, du poignet à l'épaule. Les témoins très attentifs pouvaient attester que l'expression de Sitting Bull ne changeait pas et que rien n'altérait son chant plaintif et monotone. Jumping Bull lui prit ensuite le bras gauche et recommença la scarification. Bientôt les 2 bras furent couverts de sang qui dégouttait des doigts immobiles. C'était cela, la couverture écarlate offerte à Wakantanka. Le sang se coagula lentement, mais le calvaire du chef ne faisait que débuter. Il restait à accomplir le rite de la danse du soleil. Sitting Bull quitta la place qu'il occupait contre le tronc sacré et, se plaçant face au soleil, se mit à sauter sur la pointe des pieds en une danse rythmique qui dura le jour entier. Tout en dansant, il priait et de temps à autre fixait son regard sur le soleil, tandis que l'astre montait vers le zénith, descendait vers l'ouest pour disparaître enfin dans la brume légère qui s'élevait des crêtes des Bighorn Mountains. Sans absorber la moindre goutte d'eau ou la moindre parcelle de nourriture pour reconstituer ses forces, Sitting Bull dansa pendant toute la nuit et la matinée du lendemain, se mettant ainsi dans un état d'épuisement propice à l'apothéose du rite. Elle eut lieu vers midi. Sitting Bull tituba et s'écroula. Il s'était évanoui, ou plutôt selon l'interprétation des Sioux, il était mort d'une mort passagère. Il reprit lentement conscience. Du fond des brumes qui l'enveloppaient, une voix désincarnée parvint à ses oreilles. Il vit des formes humaines se préciser et se mouvoir dans les ténèbres de son délire. C'étaient des soldats de l'armée de l'homme blanc. Ils entraient dans le camp des Sioux, mais ils étaient des vaincus. Ils baissaient la tête sous leur chapeau de combat. Lorsqu'il reprit connaissance, Sitting Bull comprit que c'était là la vision d'une victoire future et il en fit part aux Sioux. Il était néanmoins troublé car la vision comportait aussi une mise en garde. « Ces soldats vous sont livrés par Wakantanka », expliqua-t-il à son peuple. « Tuez-les, mais ne prenez ni leurs armes, ni leurs chevaux. La malédiction s'abattra sur cette nation si vous convoitez les biens des Blancs. » La cérémonie terminée, on leva le camp. Les jeunes garçons regroupèrent les bêtes, les femmes démontèrent les tipis, plièrent les épaisses toiles et installèrent les ustensiles ménagers, et les enfants sur des travois tirés par des chevaux, de simples traîneaux faits de peaux assemblées. Avant la tombée de la nuit, une fois le camp évacué, les clans réunis se dirigeaient vers l'ouest. Ils franchirent un col
et descendirent vers la Little Big Horn River, à laquelle les Indiens donnaient le nom de Gracie Grass. Ils ne fuyaient pas, même si le général Crook les serrait de près. Les Sioux ne s'étaient pas rassemblés uniquement pour fuir. Ils avaient confiance dans leur nombre et leur fierté. Cette fois, ils attaqueraient les premiers et en force. Les guerriers se peignirent le visage et le corps pour la guerre. Puis ils préparèrent leurs bâtons à coups, leurs armes et leurs boucliers en peau de bison. Si la moitié d'entre eux possédaient des armes à feu, certains des fusils modernes, à répétition, la plupart des fusils à piston, les autres étaient armés d'arcs et de flèches, de lances et de casse-tête. Les guerriers quittèrent le camp sous la conduite de Crazy Horse. Ils repassèrent le col pour rejoindre le Rosebud Creek au sud. Le matin du 17 juin, ils prirent Crook par surprise à la bataille de Rosebud. Crazy Horse se comporta en brillant chef de guerre en usant d'une tactique que Crook n'avait jamais vue utilisée par les Indiens jusqu'alors. Il lança ses guerriers en masse par vagues successives et fit d'énormes brèches dans les défenses désorganisées de l'armée. Servi par la chance et par l'habileté de ses éclaireurs indiens, Crook put repousser l'attaque des Sioux. Crazy Horse retira alors ses troupes en bon ordre. Crook se proclama vainqueur, mais ce ne pouvait être une victoire digne de ce nom. L'attaque de Crazy Horse avait arrêté son avance, l'obligeant à faire halte, à rassembler ses troupes et à attendre du ravitaillement et des renforts. Crook ne combattit plus ce mois-là. La troupe de Crook arrêtée, Gibbon et Terry poursuivaient leur avance. Selon les ordres reçus, Custer devait encercler les Indiens pour les attaquer par le sud afin de les pousser vers les troupes de Gibbon. Mais Custer modifia entièrement cette stratégie lorsqu'il découvrit la large piste tracée par le camp Sioux dans son déplacement. Ne tenant pas à partager sa victoire avec les autres commandants, il se mit seul à la poursuite des Indiens. Leurs traces le menèrent à la Little Big Horn River. Quand il les retrouva le 25 juin, il commit une terrible erreur de jugement. Il divisa ses forces face à un ennemi supérieur en nombre, demandant au major Renault d'opérer une diversion avec le quart des hommes, tandis que lui-même lancerait cinq pelotons de cavalerie contre le camp Sioux par un autre côté. Custer était téméraire et les Sioux trop confiants. Ces derniers savaient que l'ennemi approchait, mais ils ne se rendaient pas compte de l'imminence du danger. Comme c'est parfois le cas d'une troupe après un semblant de victoire, ils relâchaient quelque peu leur vigilance et se seraient fait attaquer à l'improviste si deux jeunes Hunkpapa n'étaient partis à la recherche de chevaux égarés. Les deux garçons aperçurent les traces de la cavalerie et découvrèrent un bât, sans doute tombé du dos d'une mule pendant la nuit. Ils ouvrirent un sac et étaient en train de manger le pain sec qu'il contenait lorsqu'ils furent surpris par une patrouille à la recherche du chargement. L'un des garçons fut tué. L'autre put rentrer au camp pour donner l'alarme. Malgré tout, les Indiens n'étaient pas encore totalement prêts lorsque les hommes du major Renault franchirent la rivière pour lancer leur attaque de diversion contre la partie méridionale du camp, occupée par les Hunkpapa. Le jeune garçon alla avertir Sitting Bull qui se trouvait à ce moment-là dans la hutte du conseil. Quittant alors la vaste tente, le chef courut à son tipi pour prendre ses armes, un revolver de calibre .45 et une Winchester modèle 1873. Il fut bientôt rejoint par son neveu One Bull, qui avait 23 ans. Ils quittèrent tous deux le camp pour aller à la rencontre des soldats. Dressé sur son cheval de guerre, Sitting Bull regardait tomber les hommes de Renault. Au bout de quelques minutes, le major tenta de battre en retraite. De nombreux guerriers leur faisaient face, devait dire un jour Sitting Bull. Renault n'avait aucune chance. Ils étaient 1000 ou presque. Après 45 minutes de combat, lorsque les troupes désorganisées repassèrent la rivière, près de la moitié des 150 hommes de Renault étaient tués, blessés ou portés disparus. La prophétie commençait donc à s'accomplir. Vu le nombre des guerriers, les bras tailladés de Sitting Bull n'étaient pas indispensables ce jour-là, pas plus d'ailleurs que ses conseils en matière de tactique. Crazy Horse et les autres chefs de guerre se chargeaient de faire de sa vision une réalité. Sitting Bull rappela donc One Bull au moment où celui-ci s'engageait avec sa monture dans le lit de la rivière pour se lancer à la poursuite des soldats de Renault. Il était temps, dit-il à son neveu, de prendre des précautions pour le cas assez probable où d'autres tuniques bleues reviendraient attaquer les femmes et les enfants. Il se dirigeait vers le nord, en aval de la rivière, et traversant le camp, constatèrent qu'il y régnait le plus grand désordre. De jeunes garçons tentaient de rassembler des chevaux, les chiens aboyaient ou se heurtaient partout à des enfants excités, et des centaines de femmes tournaient en rond, ne sachant si elles devaient fuir ou rester. La confusion fut à son comble lorsqu'une rangée de soldats montés sur des chevaux gris, c'étaient les hommes de Custer, se profila au sommet des coteaux de l'autre côté de la rivière. La fusillade éclata au moment où des Sioux apparurent sur les deux flancs de la cavalerie. Au lieu de charger, les cavaliers mirent pied à terre.
Sitting Bull observait de loin cette masse de Sioux qui, ravis d'avoir taillé en pièces les forces de Reno, se regroupaient pour écraser Custer. Un gros nuage de poussière dissimulait la tragédie. Mais lors de sa vision, le chef avait déjà assisté à l'acte final. Nul n'a jamais pu dire avec certitude comment mourut Custer. On sait seulement que l'on retrouva son cadavre avec une balle dans la tête et une autre dans la poitrine. Un neveu de Sitting Bull, White Bull, formidable guerrier de 26 ans, se prétendait responsable. Un grand soldat aux cheveux et à la moustache jaune m'aperçut. Je me précipitai sur lui, qui me frappa de son fusil au lieu de tirer. Je lui cinglai le visage de mon fouet pour rendre la pareille. Il me donna des coups de poing dans la mâchoire et les épaules, puis tira sur mes tresses des 2 mains et essaya de me tordre le nez. Il sortit son revolver. Je le lui arrachai et lui en assénai plusieurs coups à la tête. Finalement, il s'écroula et je lui tirai alors une balle dans la tête et une autre dans le cœur. La mort de Custer n'était qu'un haut fait parmi bien d'autres. En 1 heure de temps, les Sioux avaient pratiquement annihilé les forces vives du 7e de cavalerie. Custer et ses 215 hommes étaient anéantis. On ne sut pas à combien s'élevèrent les pertes indiennes, mais quel qu'en fût le total, la victoire en valait la peine. On ignore aussi si Sitting Bull fit un geste quelconque de reconnaissance pour remercier Wakantanka de lui avoir accordé la victoire. Peut-être estima-t-il avoir déjà suffisamment rempli ses obligations en faisant l'offrande de la couverture écarlate. Il eut toutefois de nouveaux soucis avant la fin du jour. Il avait déclaré aussi que les hommes de Custer leur avaient été livrés par leur Dieu pour être immolés, mais en même temps, il les avait mis en garde contre la tentation de piller. Ils négligèrent son avertissement. À la tombée de la nuit, le camp regorgeait de butin, selles, uniformes, revolvers, fusils et environ 10 000 cartouches. La bataille était terminée. Ni Sitting Bull ni son peuple ne connaîtraient jamais plus pareille journée. C'était un triomphe, mais aussi l'annonce que le destin final des Sioux allait désormais s'accomplir.